Alors, نرجعوا للبارتي الثانية من بودكاستنا اليوم. نذكر بالموضوع. Donc, le jeune dirigeant face au défi d'une mutation économique, culturelle et sociale. شنو هو مستقبل المؤسسة التونسية في الوضع الجديد؟ ما هو دور المستثمر ولا المبادر الشاب التونسي في مواجهة تحدي التغيير ولا التحول الجذري الاقتصادي والثقافي والاجتماعي؟ وهكذا يعني بحثنا وسي نعمان التونسي بارتنير EY. Vous êtes donc expert responsable climate change and sustainability services. مرحبا بك مرة أخرى. نذكر اللي حكيت لنا على الفلسفة نتاع التغيير هذا اللي هو جاي رغما عنا. دونك عندك السستينابيليتي فابل اللي هي يقول لك اليوم التكنولوجيا هي باش تلقى الحلول وباش تعوض، وفما دو لوت كوتي يقول لك لا ما هوش صحيح، التكنولوجيا وحدها او موان ما تعوضش، ولازمنا ان اوت موديل ايكونوميك مربوط probablement par l'économie circulaire اللي هو on se transforme mais on tourne autour de ce qu'on a. وهو هذا السؤال يعني المطروح في السيتواسيون الجديده هذه اللي هي مانيش باش نهربوا منها، معنا نهربوا منها وما نجموش نقعدوا في لاتونت. ما نجمش الشيف دونتربريز تونيزيان ولا تونس هي بيد السياسه التونسيه تقعد تستنى. دونك elle doit réagir. Et pour chaque défi تعلمناها وقريناها في التاريخ زاد. Pour chaque défi il y a aussi des opportunités. هل ترى انت سي نعمان في تونس face à ce défi très important مثلا نتاع الماء ولا النوفو موديل ايكونوميك اللي مربوط المؤسسات في ال10 15 سنه جايين، اسكو vous voyez une opportunité ولا des opportunités؟ والله en fait par rapport aux opportunités je pense que oui, parce que lorsqu'on a des crises, les crises créent systématiquement des opportunités. Et là peut-être pour aller vers le détail des opportunités, il faut savoir que dans le développement durable, on doit penser en 3 dimensions. La première dimension, c'est une dimension environnementale que j'ai bien présentée dans la première étape. La deuxième dimension, c'est pas les capitaux, on a les dimensions ici par rapport au développement durable. Deuxième dimension, c'est dimension sociale. Dimension sociale, فيها la partie santé, فيها la partie éducation, وفيها la partie inclusion. Donc il faut toujours penser que l'inclusion sociale, l'éducation et la santé. Et la troisième dimension dans le développement durable, c'est l'économie. L'économie, pourquoi l'économie? On doit maintenir une croissance pour améliorer notre qualité de vie. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui on doit... كيفاش maintenir une croissance alors que في ال50 سنه هذوما استنسنا اللي الكرواسونس مربوطه بالبرودكتيفيتي، دو البرودكتيفيتي مربوطه باليوتيليزاسيون دي ماتيير، فهمتي، دي ماتيير بروميير اللي ديجا كلاسيك اللي نعرفوهم اللي هما بيدهم ils sont en train de presque قاعدين يذوبوا ما عادش موجودين. كيفاش هذايا؟ نعطيك اكزامبل، فما نعطيك une vue hélicoptère. اليوم احنا 12 مليون بشر في تونس. En 2058, disons 2060, nous serons, Inch'Allah, 14 millions de personnes. Et là, c'est le point de là où il y aura une régression au niveau de notre population. Donc la question qui se pose, les personnes actuelles, اليوم نعيشوا 12 مليون، غدوة حنكونوا أكثر. Donc automatiquement, il y a une croissance. بما أنه فما une croissance au niveau de la population, automatiquement, on doit faire une croissance dans l'économie, dans la production, pour répondre aux besoins de cette croissance dans la population. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est j'ai évoqué le sujet de l'équilibre écologique. Qui fait chez Tunis, actuellement, nous sommes à 2,5 hectares par rapport à une moyenne de 1,8. Et avec des problèmes environnementaux, automatiquement les 2,5 vont devenir
3, moi dans mon article j'ai parlé de l'impact des problèmes environnementaux à l'agroalimentaire. C'est-à-dire, نعطيك exemple, احنا في تونس عندنا 13,000 hectares pour la culture نتاع les tomates. Lorsque je prends 13 000 hectares en 2000, combien ils font de production de tomates, et c'est même 13 000 hectares اليوم مازالوا موجودين عندنا في تونس, combien ils produisent en 2023, on va constater une diminution qui est significative. C'est-à-dire que nous, en termes de fertilité, on perd en fertilité. Pourquoi on perd en fertilité? Parce qu'on a des problèmes d'environnement, etc. Et là, il y a des opportunités. Comment on peut, par exemple, on peut parler, par exemple, de l'agritech. L'agritech, c'est la culture, ou la technologie avec la culture. Et comment on peut utiliser l'agritech pour améliorer notre productivité. Et là, c'est donc par conséquent, là, tu vois que ça peut créer, on peut créer des startups, on peut créer un nouveau écosystème, on peut créer un nouveau dispositif de production qui est innovant et qui est en ligne avec le développement durable. Pour créer ce dispositif-là, في تونس تولي عندنا une vingtaine de sociétés qui opèrent dans l'agritech pour résoudre par exemple le problème de transport, pour créer des startups et des sociétés qui opèrent dans la smart mobilité, pour créer un écosystème qui converge d'une banque classique vers établissement de paiement, vers des paiements par wallet, etc., mobile payment, etc. Pour faire tout ça, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin d'un capital social qui est fort via la santé et via l'éducation et via l'inclusivité. Parce que lorsqu'il y a une population, la population, il y a les hommes et les femmes, on ne peut pas exclure les femmes. On ne peut pas prendre 50% de notre capacité, on les exclut. Donc le sujet de l'inclusion, par exemple, des femmes dans les postes et dans la matière grise et dans la capacité de développement, c'est un élément important. Donc peut-être, je pense que nous, notre défi, c'est un défi social. Aujourd'hui, notre défi, c'est la priorité, c'est un défi social. Absolument. Mais c'est un défi social. ما تراش اللي الحراك اللي موجود في تونس depuis quelques années يعني joue dans votre sens, dans le sens où تحس اللي التونسي اليوم ماهوش مقتنع اللي الحياة توقف فك العملية اللي هي تو يحب يتطور، يحب يدز القدام، رغم اللي فما شكون يوخر بالتوالي. لكن أغلبية التوانسة اليوم يقول لك دور المرأة مهم، دور الشاب اليوم اللي هو كرياتور دو ريشيس، اللي هو ديفلوبور دو ستارت اب مهم. هاو راه في ايكو سيستيم كوميم قاعد يتحسن. اسكو كافي هذا ولا مش كافي؟ والله je pense que c'est insuffisant. بصراحة pour répondre à la question, je pense que c'est insuffisant. علاش؟ Et qu'est-ce qu'il nous faut? C'est insuffisant. خاطر en fait ديما il faut باش نكونوا معناتها scientifiquement صحاح في الريزونمون تاعنا. Toujours pour faire une production, on doit avoir deux choses indispensables dès le départ. C'est le capital manufacturier et le capital financier. Imagine, نعطيك exemple باش تفهم علاش. Imagine un ingénieur qui a développé ou qui veut développer une solution technologique, peut-être qui va résoudre un problème d'eau في تونس. Il a fait des études, عنده un concept qu'il veut développer, etc. اليوم est-ce que notre système, l'université بتاعنا، الشركات الكبار اللي في تونس، les départements de recherche et développement au sein des sociétés tunisiennes, est-ce qu'ils donnent l'importance et la priorité pour que ce jeune ingénieur qui veut développer cette solution, il a les outils techniques pour avoir le minimum de capital manufacturier pour développer son prototype, par exemple. Et là, lorsque tu vas, par exemple, faire un survey sur les start-upers et sur les jeunes entrepreneurs, tu vas trouver qu'ils trouvent beaucoup de difficultés pour qu'ils développent leur proof of concept.
On n'est pas aux États-Unis, là où on a des garages qui sont ouverts avec des machines CNC qui sont partout, avec des logiciels, avec des accès à la technologie, etc., qui est libre. Nous, ce jeune entrepreneur, il a un problème d'accès à l'écosystème. Peut-être, si je prends par exemple le cas de la technologie, du développement, oui, on a fait un bon chemin. Il y a des centres là, par exemple, je prends votre cas là ici, vous êtes en train de mettre à disposition au profit des jeunes un bon espace, de la bande passante, de l'encadrement, etc. Mais ça, c'est pour juste la partie technologie IT. Mais la partie technologie IT, elle n'est pas suffisante. On doit avoir aussi des machines, des ateliers, des usines pour produire des prototypes, etc. Donc ça, c'est le premier élément par rapport au capital manufacturier qui doit être robuste pour que ce jeune ingénieur ambitieux qui veut le défi et qui préfère ne pas suivre une démarche classique d'un ingénieur, il va chercher une boîte, il va s'installer dans une boîte et il est dans sa zone de confort, il veut sortir de sa zone de confort. Pour qu'il puisse développer ça, il doit trouver cet élément-là, cette première pépinière. De l'autre côté, s'il a réussi de développer son prototype, bien sûr c'est un prototype, il nécessite un investissement, il nécessite un capital financier. Là, on pose la question par rapport, est-ce que notre écosystème, il permet de valoriser ce prototype correctement et est-ce qu'il permet d'avoir un financement à ce jeune entrepreneur pour qu'il développe son produit, il développe son start-up, etc. Et je pense que non. Pourquoi non? Parce que lorsque tu prends par exemple les banques tunisiennes, les bailleurs de fonds, etc., qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent une start-up labellisée par Startup Act qui a les avantages fiscaux pour que la banque investisse via une SICAR pour bénéficier d'un avantage fiscal. Donc le paradigme, il est différent. On ne doit pas voir les choses dans ce sens. On doit voir les choses autrement. Une banque, un bailleur de fonds qui va financer un projet innovant pour un jeune ingénieur qui a développé un prototype technologiquement de haut niveau, qui va permettre de résoudre un problème. Donc il faut qu'on finance le projet, on doit valoriser le projet. On ne finance pas le projet pour avoir un avantage fiscal. Donc ça, c'est les deux premiers capitaux. Donc tu vois, lorsque je fais un petit diagnostic sur le capital manufacturier, tu vois les éléments de carence. Et là, bien sûr, le rôle de l'État, il y a un rôle de l'État, mais il y a un rôle aussi des entrepreneurs. Je pense que le modèle de scan and match, c'est un élément important. C'est quoi le modèle scan and match? Tu prends la partie recherche et développement au sein des sociétés qui ont la capacité de financer des activités de recherche et développement. En tout cas, ils ont une capacité beaucoup mieux et plus aisée que cet entrepreneur, ce petit jeune qui n'a pas les capacités de financer même son salaire. Donc, cette société qui a la capacité, elle peut incuber cette personne, ce jeune entrepreneur, prendre l'idée et le co-développer ensemble. Ça, c'est un modèle scan and match. C'est un excellent modèle qui va permettre de valoriser ça. Donc, il y a qui ressemble un petit peu à la culture tunisienne aussi. Hein. Oui, ça ressemble absolument à la culture tunisienne parce que, en fait, si on est résilient aussi dans notre économie aujourd'hui, pas parce qu'on a des excellentes ou de grandes entreprises, mais plutôt parce qu'on a des petites entreprises qui sont résilientes. Ça, c'est le modèle tunisien qui est adapté. Donc, si je prends le capital manufacturier et le capital financier, on a une carence là. Le deuxième élément maintenant, qui est plus complexe. Est-ce que, aujourd'hui, l'ascenseur social, l'éducation, l'école, l'université, permet de générer des têtes bien faites, ce jeune ingénieur ambitieux qui a la capacité de développer un proof of concept? Là, on est en train de perdre cet avantage. Aux années 90, peut-être, on a cet ascenseur social qui permet d'avoir ce produit, cet humain-là, qui a la capacité d'être bien fait, des personnes qui ont étudié, etc. Aujourd'hui, l'accès et la capacité de générer
des têtes bien faites qui sont dans le défi, qui ne sont pas dans leur zone de confort, etc., ça devient un peu compliqué. Et ça, c'est le capital RH. Par ailleurs, si il y a des cas là où cet ascenseur social a permis de générer cette personne, ce jeune entrepreneur, etc. Ce jeune entrepreneur, il va poser maintenant la question, pourquoi je reste dans un pays là où le climat social n'est pas stable? Et là, on touche le deuxième capital. Et là, donc, il y a des action plans à mettre en place par rapport à ça. Pour cette raison-là, aujourd'hui, qu'on trouve que les ingénieurs sont en train de quitter la Tunisie. Les meilleurs financiers sont en train de quitter la Tunisie. Parce qu'ils vont trouver un environnement plus adéquat pour arriver à atteindre leurs objectifs. Absolument. Et vous ne voyez pas aussi, c'est une opportunité parce qu'il y a un gap pour faire évoluer cet ingénieur, voilà, cet entrepreneur. S'il part à l'étranger, il peut gagner ce temps ce gap et revenir aussi avec un savoir-faire très très intéressant. On peut aussi, cette faiblesse tunisienne peut être demain une force, mais à condition de s'en apercevoir et de faire de sorte pour que demain, dans 5-10 ans, ce Tunisien revienne en Tunisie parce qu'on lui a préparé un nouveau écosystème. Et là, je pose la question, est-ce qu'aujourd'hui en Tunisie, on reste sincèrement classique dans la réflexion générale, hein, que ce soit dans l'entreprise ou dans l'écosystème de l'administration et avec les intermédiaires du monde de l'entrepreneuriat, est-ce que le modèle économique qui a survécu 50 ans, etc., aujourd'hui on est au bout? Comment vous pouvez un petit peu imaginer, en tant qu'expert qui connaît un petit peu ce changement, hein, comment vous voyez que le déclenchement ou l'obligation d'un changement, d'où il va venir, par exemple? Oui. Question très complexe. Mais bon, j'ai une réponse à ça. Bon, j'ai peut-être une proposition de solution. L'économie classique, elle était, je peux simplifier les choses, elle était en top-down. Qu'est-ce que ça veut dire en top-down? La Tunisie, après l'indépendance, donc on est parti sur un modèle là où les entreprises publiques sont maintenues par l'État, etc. Le savoir-faire, etc. il est par l'État. Le financement, il est par l'État, etc. Jusqu'au programme d'ajustement structurel en Tunisie. Par la suite, il y avait donc le développement du business et il y a des personnes qui ont été audacieux, ils ont profité du changement du programme d'ajustement structurel et ont fait leur business. Et le business family s'est développé en Tunisie, ce qu'on appelle nous le corporate, qui s'est développé en Tunisie et qui a créé les sociétés de textile, les secteurs financiers, les sociétés totalement exportatrices qui travaillent dans l'automobile, etc. Et ceci a été créé suite à cette vague. Peut-être peut-être il y a un élément qui est important, il faut le prendre en considération lorsqu'on analyse l'histoire. Et là, pour moi, l'élément peut-être déclencheur, c'est lorsque la Tunisie a signé avec l'Organisation mondiale de commerce le protocole de la télécommunication universelle et de l'accès universel à la télécommunication de tout le monde. C'est-à-dire, aux années 95, on a un seul opérateur téléphonique qui a une technologie de télécommunication qui est simple, classique, etc. Et après ce protocole, donc on est ouvert, on a passé d'un mode classique de télécommunication et de communication vers un mode de l'ouverture de la télécommunication à l'international et à tout le monde. Par la suite, il y avait l'introduction de 2 opérateurs. Actuellement, il y a 3 opérateurs. Par la suite, on est arrivé au point de non-retour au niveau de la télécommunication où tout le monde devient connecté. Par la suite, on a passé vers un modèle là, chaque personne a 2 personas. Sa personne physique, moi je suis avec toi, c'est Norman que tu vois maintenant, mais aussi j'ai un profil quelque part sur le net, donc 2 personas. Et là, cet élément, lorsque on est parti d'un modèle simple vers l'ouverture
de la télécommunication, qu'est-ce que donne l'ouverture de la télécommunication? Tout le monde sait les habitudes, يعرف ذاك جاره كيفاش ياكل كيفاش يعيش كيفاش يلبس etc. Et ceci a changé le modèle économique du monde. On a passé d'un modèle top down vers un modèle bottom up. C'est-à-dire que le consommateur et la sensibilité du consommateur et le niveau d'influence du consommateur, c'est l'élément le plus important. Et pour cette raison-là, ce changement, lorsqu'on le voit à l'échelle internationale, نلقاو قبل كانوا les sociétés industrialisées هما أكبر شركات في العالم. General Motors qui ferait les réacteurs, etc. C'est les sociétés les plus grandes à l'échelle internationale. Aujourd'hui, quelles sont les sociétés les plus grandes sociétés dans sociétés de services et de services technologiques? Lorsque tu prends Uber, c'est le plus grand transporteur dans le monde. Mais il n'a aucune... il n'a pas de... Est-ce qu'il a des voitures? Non. Il n'a pas de voiture. Qui met Airbnb, ils n'ont pas de biens, mais c'est... Ça, c'est un modèle économique, pas top-down, c'est bottom-up. C'est le consommateur. Le consommateur, il est dans le cœur de mindset et du business. Donc, par conséquent, et là, si tu prends l'analyse dans un sens large, tu vas trouver que même la communication classique, les sociétés de télévision, etc., ils ont fait des faillites. Pourquoi? Parce que le modèle même d'advertising and entertainment, il est en train de changer. Ce que vous faites aujourd'hui en podcast, il est différent. Auparavant, tout le monde voit les TV, etc. Aujourd'hui, on n'est pas sur ce modèle. C'est-à-dire le comportement, il a changé. Pourquoi il y avait ce changement de comportement? Du comportement de qui? Des consommateurs. Qui sont les consommateurs? Ce sont les citoyens qui sont toujours connectés. Et donc là, le monde a changé. Donc toute économie qui est en relation avec la communauté, c'est une économie qui peut générer de la valeur ajoutée et qui peut prospérer. Et par la suite, toute économie qui est en relation avec cette communauté et qui respecte les règles du développement durable va prospérer. Donc la règle et les règles ont changé. Et donc pour cette raison-là, lorsque tu m'as posé la question, est-ce qu'il y a des solutions? Je dis oui, il y a des solutions. Pourquoi il y a l'avènement de l'intelligence artificielle? L'avènement de l'intelligence artificielle, parce qu'il va répondre à un besoin. Par exemple, lorsque je prends le cas, moi j'ai cité par exemple le cas d'un hôtel. Et j'ai dit que l'économie verte, l'économie bleue, comment traiter son déchet, etc. Et si je pose la question, ce citoyen tunisien ou ce touriste allemand qui est à l'hôtel maintenant, son expérience pour être et pour avoir son chambre en check-in et en check-out, etc., comment il a eu cette expérience? Donc il est entré dans le net, il a choisi ce tour opérateur, il a choisi cette destination en pays, il a choisi la Tunisie au lieu de la Grèce ou au lieu du Maroc. Pourquoi il a pris cette décision dans une fraction de seconde entre je choisis Maroc ou la Tunisie? Donc c'est une économie d'influence pour faire ce choix. Tout à fait, tout à fait. Ça dépend de l'information qu'on lui a donnée. Lorsqu'il a choisi la Tunisie, quel hôtel, sur quelle plateforme il va faire sa réservation, etc. Donc, vous voyez, le monde, il change. Le consommateur, il change. Il faut comprendre le comportement des consommateurs pour créer des business qui répondent aux besoins des consommateurs. Par la suite, si tu as identifié un besoin et tu as pu créer un business model qui est économiquement viable et durable, par la suite, il suffit de développer ton proof of concept et de créer la scalabilité de ton proof of concept pour que tu répondes toujours aux besoins du consommateur. Parce qu'il faut savoir que lorsque tu as fait ton analyse par rapport au comportement du consommateur, ça fait une année. Aujourd'hui, il a changé de comportement et le lendemain, il changera son comportement. Et ça, c'est l'étude stratégique. Donc, lorsqu'on fait une étude en top-down, on analyse en hélicoptère, une bio-hélicoptère, on doit raisonner comme ça. Et lorsqu'on veut comprendre quel est le business qui va se développer, il faut aller vers les business du communauté, du vrac,
de la personne, de l'influence, etc. Je ne sais pas, est-ce que c'est clair? Et ça, c'est dans le cœur de la technologie. C'est exactement, d'ailleurs, on arrive à la dernière question. On est, الحقيقة الديبا شيق ياسر معك سي نعمان. نحبك تتوجه للشيف d'entreprise et tu lui offres un petit conseil. Vous êtes un expert, c'est-à-dire que son quotidien كما نقولوا مخول وقته الكل. وانت اليوم قلتها plusieurs fois, il faut تمشي فوق en hélicoptère, regarder et prendre la décision. كيفاش اليوم un chef d'entreprise كيما عندنا les jeunes dirigeants qui sont dans l'association CJD كيفاش ينجموا يركبوا من فوق باش يفهموا وين ماشيين وياخذوا القرار اللي كنت تحكي عليه. يعني عطيتهم plusieurs propositions كيفاش عمليا كيفاش ينجم يكون حاجه concrète. Ouais. هو en fait peut-être le conseil en général. Bon, le chef d'entreprise, dans un sens large, Abdelaziz, a plusieurs défis. Certainement, son business usuel, il doit le maintenir avec les problèmes RH, avec les problèmes de financement, avec les problèmes de production, etc. Ça, c'est un élément important. Mais il doit aussi consacrer le temps nécessaire pour le développement, pour la recherche et développement. Ça, c'est un. Deux, l'élément aussi qui est important à prendre en considération par les chefs d'entreprise, les chefs d'entreprise, اللي قبل كنا كي ناخذوا la décision économique, on prend cette décision sur la base d'une information financière. Moi, je vais acheter une matière première. Cette matière première, lorsque je vais l'acheter, donc je vais prendre une décision de choisir ce fournisseur ou ce fournisseur-là en fonction d'une information financière pure et dure. Aujourd'hui, lorsqu'on fait les surveys à l'international, on trouve que 50% de la prise de décision repose sur une information non financière. Qu'est-ce que ça veut dire l'information non financière? Une information non financière, pour avoir une information non financière, il faut derrière avoir une dynamique pour collecter cette information non financière. Par exemple, tu es comment par rapport à l'économie circulaire? Ton business, il est comment par rapport à l'économie circulaire? C'est une information non financière. On ne va pas la trouver dans les états financiers de la société. On prend le bilan, on voit l'état de résultat, l'état de flux, les capitaux propres, les notes. On ne veut pas trouver ça. C'est une information extra-financière. Donc, pour avoir cette information extra-financière, systématiquement, il faut mettre en place des préalables. Pour alimenter, que si tu as une économie circulaire, tu es comment par rapport à la biodiversité, si tu es dans une activité qui peut être impactée par la biodiversité. Tu es en comment par rapport à l'énergie verte. Est-ce qu'on est en train de consommer le kilowattheure classique ou nous sommes sur le modèle solaire? Est-ce qu'on maîtrise la disposition actuelle de la réglementation tunisienne pour la mise en place de l'énergie solaire? Ça, c'est une question. Est-ce qu'il a les compétences, le chef d'entreprise, pour répondre à ces questions? Je pense que réellement, pas autant. Parce que lorsque tu prends, par exemple, le cas de la maîtrise de l'énergie, on peut l'avoir comme une composante de coût dans notre bilan, qui est managée par la direction maintenance ou la direction méthode au sein d'une société, comme on peut l'avoir autrement. On peut la voir comme un projet stratégique pour la société. Lorsqu'on la voit comme un projet stratégique par la société, ces décisions vont être prises au très haut niveau de la société, par le conseil d'administration, par la direction générale adjointe, etc., pour une prise de décision de changer de mode de consommation d'énergie, pour dire que nous, on s'engage comme société à basculer vers un mode de consommation, par exemple d'électricité via le kilowattheure classique acheté de la STEC, vers par exemple l'énergie solaire. Quels sont les mécanismes? Comment on peut mettre en place ça? Est-ce qu'on peut faire des groupements pour créer une firme photovoltaïque dans un terrain déporté, etc. Tout ça, il est permis par la loi. Mais il faut le chercher. Et il faut avoir la capacité à le mettre en place. Donc,
quel pourrait être aussi le rôle d'une association comme une organisation comme le CJD pour fournir cette facilité, parce que le chef d'entreprise seul ne pourra pas avancer dans le sens dont vous parlez. Absolument. Quel pourrait être le rôle d'une association? En fait, le rôle, je pense, vous avez un rôle. Et votre rôle, principalement, c'est le développement des use cases. Je m'en étais. Le journée des chefs d'entreprise, il est difficile. Donc, et vous, je pense que vous avez la capacité à créer des use cases. Des use cases qui sont clairs. Je m'en étais. Je prends un exemple. Tu as des ingénieurs ici qui ont la capacité de développer. Des codes sources, etc. Ils sont développeurs. Ben. Et je prends par exemple une société de grande distribution qui a un sujet de logistique. Et dans l'équipe actuelle, n'arrive pas de faire le coding et le développement, etc. Donc, vous, comme association, vous pouvez travailler avec l'écosystème, etc., à créer des use cases. C'est quoi les use cases? On ne peut pas aller vers des prototypes qui sont développés, mais au moins des use cases, des opportunités. Voilà. Il faut travailler sur les use cases. Il faut avoir le think tank. Vous pouvez construire le think tank. Vous pouvez avoir des idées, etc. Et ces idées, par la suite, tu crées la première ébauche. Et par la suite, tu peux cibler des sociétés cibles. Tu présentes ces use cases, etc. Et si tu peux canaliser 2-3 use cases par année vers des grandes entreprises, ce sont des grands exploits de votre côté. Vous pouvez travailler sur le secteur financier, vous pouvez travailler sur le secteur de la grande distribution, vous pouvez travailler sur les sociétés technologiques, etc. Donc, je pense que le rôle le plus important, c'est de travailler sur le use case. Je sais que vous avez un rôle de sensibilisation, ça c'est votre rôle classique, et vous maîtrisez ça. Pour vous, pour avoir plus d'impact, parce que vous cherchez l'impact, il faut travailler sur des use cases. Comment développer ces use cases? Il faut aller vers l'INSAT, voir le département, le club de robotique, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a fait comme robot? Est-ce qu'ils ont besoin d'équipes ici pour les supporter? Et comment on peut canaliser ça d'un club d'amateurs qui développent des robots vers un business et un besoin qui se trouve, je dis n'importe quoi, chez Lioni, qui font le câblage des voitures. Est-ce qu'il y a cette bridge? Créer ce lien? Vous avez un rôle par rapport. Je pense que ça, c'est l'élément le plus impactant. Peut-être la jeunesse a besoin de ça, le corporate a besoin de ça. C'est un produit qui peut être acheté par... Voilà un conseil très intéressant. Merci beaucoup. Partenaire EY. C'était vraiment très agréable d'échanger sur un sujet aussi important que cette mutation qu'on est en train de vivre tous les jours, avec toutes ces solutions que vous nous avez un petit peu offert. Yatik Saha, on لك ان شاء الله بقدر ربي le 7 juin في الكونغري باش نعاودوا on va échanger avec Sinormen Tounsi ou avec notre invité من فرنسا Philippe Dessertine. Donc je vous remercie et à très bientôt. Merci. Allah يحفظك. Merci beaucoup.